à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Armada dans Bienvenue à l'Est, votre émission sur l'Europe centrale et orientale. Eric Muresan à la réalisation. Salut Eric. Des nouveautés aujourd'hui avec toute la rédaction d'Armada. À mes côtés, autour de la table, nos journalistes Ilona de Souter, Marcus Aussonville et Emma Twin. Bonjour à vous. Bienvenue sur Armada. Marcus et Emma, c'est votre première émission. On croise les doigts, un gros M. Bonjour Jérôme, tout un programme aujourd'hui puisque nous allons voyager avec nos invités direction la Slovaquie. En effet, nous recevons aujourd'hui Jana Kňažková, directrice de l'Institut slovaque à Paris. Bonjour madame, bienvenue sur Armada dans Bienvenue à l'Est. C'est une référence en matière de culture slovaque. Nous recevons Daniel Compagnon, président de l'ATOS, association des de l'AOTS. À l'AOTS, pardon, association originaire et amie des pays tchèques et slovaques, qui n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné de membres du groupe Nadeje. Bonjour Daniel Compagnon, bonjour tout le groupe. Bonjour à vous. Voilà, Nadeje, alors le groupe Nadeje, c'est vrai qu'aujourd'hui, toute l'équipe va jouer avec tous les mots slovaques. Et franchement, vous allez voir, il y a du talent. Ça, c'est parce que c'est le réveil. À 19h32, vous retrouverez Maë Lemaire et sa chronique cinéma. À 20h, le journal présenté par Maë Lemaire et Mathéo Marchal. À 20h11, place au sport à l'Est avec Mehdi Djebaili et Simon Buvry. Vous aurez aussi l'agenda, les charts de la semaine. Bref, un beau programme. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre en cette belle journée mondiale de la liberté de la presse, mais aussi la journée internationale du soleil et la journée internationale de l'asthme. Le 3 mai, c'est surtout la fête de la Constitution en Pologne et en Lituanie. Une pensée pour l'écrivain et journaliste autrichien Soma Morgenstein, ami de Joseph Roth, Stefan Zweig et Alban Berg, à la gymnaste tchèque Věra Čáslavská, championne olympique à 7 reprises, 3 fois aux Jeux de Tokyo en 1964 et 4 fois aux Jeux de Mexico en 68, qui était née un 3 mai. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les Jacques et les Philippe, bonne fête à ma maman et à mon frérot. Avant de retrouver notre invitée, Jana Kňažková, directrice de l'Institut slovaque à Paris, voici quelques images de la Slovaquie. Place au voyage. Je vous parlais de voyage aujourd'hui, je vous l'avais promis, on va le faire. Quelques mots pour présenter la Slovaquie. La Slovaquie, vous l'avez vu, c'est un pays où on se ressource. Il y a tout, il y a la nature, le bien-être, le sport, la culture, la danse, le chant, la musique. La capitale s'appelle Bratislava et elle se trouve sur le deuxième plus long fleuve d'Europe, le Danube. Ça vaut le coup, et puis c'est un sacré dépaysement aussi.
La fête nationale en Slovaquie, c'est le 1er janvier. Cette date commémore l'indépendance de la Slovaquie suite à la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993. Et l'hymne de la Slovaquie s'intitule Nad Tatrou sa bliska, qu'on pourrait traduire par Au-dessus des monts Tatra brille l'éclair, si je ne me trompe. Comme quoi la poésie, ça règne. On va voir avec notre invité que la Slovaquie est très présente en France, avec Jana Kňažková, directrice de l'Institut slovaque à Paris. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, quand a été fondé l'Institut slovaque à Paris? Merci Jérémy pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et présenter l'Institut slovaque. L'Institut slovaque de Paris à Slovaquie a une tradition très longue. Il a été créé en 2001, c'est-à-dire que nous avons déjà plus de 20 ans l'expérience promouvoir la culture slovaque et l'art slovaque à Paris, pas vraiment juste à Paris, mais partout de la France. D'accord. Et le but de l'Institut slovaque, c'est de promouvoir la culture et les artistes, c'est ça? Oui, bien sûr. L'objectif de l'Institut slovaque de Paris est promouvoir, présenter les arts et la culture de la Slovaquie ici. Nous présentons tous les genres de culture tels que les arts, tous les genres des arts, par exemple les arts visuels, des arts nous faisons les soirées de littérature, nous faisons les concerts de la musique jazz, de la musique classique, et nous faisons quelques expositions de la photographie, presque tous les genres de l'art nous présents ici, et aussi nous participons dans quelques festivals internationaux, tels que par exemple le Festival de la musique jazz, Jazzicolor, ou bien le Festival de l'art contemporain Nuit Blanche, ou bien festival de littérature, soirée de littérature, etc. D'un côté, nous voudrions toujours présenter le haut niveau de notre art, c'est-à-dire que nous travaillons en collaborant ensemble avec le ministère de la Culture et nous présentons par exemple la Philharmonie de l'État et vraiment les arts de haut niveau. Et de l'autre côté, nous essayons ce qui est possible aider notre jeune génération, jeune artiste, pour lui s'établir sur la scène internationale. Exactement. Alors avant de parler d'un concert qu'il faut absolument aller voir, de par sa rareté, j'aimerais parler d'histoire. L'histoire de la Slovaquie à travers les relations franco-slovaques est très riche. Nous fêtons demain le 4 mai le 105e anniversaire de la disparition du général Štefanik. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, que représente le général Štefanik en Slovaquie? Le général Štefanik, c'est un héros slovaque, oui, bien sûr, pour toutes les générations. Bien sûr, c'est un héros grand magnitude. Et nous sommes vraiment contents que maintenant, à 4e mai, nous commémorons son anniversaire d'année. Ilona, tu vas nous présenter Štefanik. Oui. Alors, j'ai fait donc des recherches sur cet homme et j'ai appris que c'était une grande figure de la relation franco-slovaque, qu'il a plusieurs cordes à son arc en étant astronome, soldat et diplomate également. Et donc, j'ai fait une vidéo assez explicative pour ceux qui ne le connaissent pas. Connaissez-vous les prévisions météorologiques ou bien l'application des connaissances en météorologie et des techniques modernes de prise de données et d'informatique pour prévoir l'état de l'atmosphère à un temps ultérieur? Quand on cherche les précepteurs de cette technique, on tombe vite sur nos chers amis les Grecs qui sont les premiers à adopter cette analyse. Heureusement, ils ne sont pas les seuls et notre héros du jour a largement contribué à l'avancée de celle-ci. En effet, en 1915, il crée le service météo des armées.
Cette personne, c'est Milan Ratislav Štefánik, une figure emblématique de l'histoire slovaque et européenne du début du XXe siècle. Né le 21 juillet 1880 à Košarica, dans l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui en Slovaquie, Štefánik a montré un intérêt précoce pour les sciences, en particulier l'astronomie. Il poursuit ses études à l'université Charles de Prague et à l'université technologique de Vienne, où il obtient un doctorat en sciences naturelles. Ses recherches en astronomie l'ont mené à collaborer avec des scientifiques éminents de son époque. Passionné par l'aviation, Štefánik a appris à piloter et a obtenu son brevet de pilote militaire en 1912, devenant l'un des pionniers du vol. Sa maîtrise de l'aviation l'a conduit à jouer un rôle crucial dans le développement de l'aviation dans l'Empire austro-hongrois. En tant que chef du département des aérostats de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, il a également contribué de manière significative au progrès de l'aviation militaire. En parallèle de sa carrière d'aviateur, il a travaillé comme attaché militaire à l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg avant la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, il a joué un rôle important dans les relations franco-russes et a été promu au rang de général dans l'armée française. Štefánik était également un fervent défenseur de l'indépendance slovaque et a joué un rôle crucial dans le mouvement pour l'indépendance de la Tchécoslovaquie, en tant que membre éminent de la Matica Slovenka. Il a œuvré pour la reconnaissance de l'identité slovaque et pour l'émancipation de son peuple. Ses efforts ont abouti à la déclaration de l'indépendance de la Tchécoslovaquie en 1918, où il a également occupé des postes de haut niveau dans le gouvernement. Malheureusement, Milan Ratislav Štefánik est décédé dans un accident d'avion en 1919 à l'âge de seulement 39 ans. Malgré sa mort tragique, son héritage en tant que patriote, scientifique, aviateur et homme d'État reste profondément ancré dans l'histoire slovaque. Il est largement un héros national et de nombreux monuments et institutions portent son nom en Slovaquie et en République tchèque. Voilà, le Milan Ratislav Štefánik, avec bien sûr le 9 mai, il y aura aussi d'autres programmes, enfin d'autres événements, on en parlera après. Jana Kňažková, avec l'Institut slovaque de Paris, donc vous organisez plusieurs événements tous les mois et partout en France. Il y a un événement le 23 mai et on le voit pour ceux qui nous suivent sur les réseaux télévisés, on le voit à l'image, c'est la venue à Paris du ténor Pavol Břeslik qui donnera un concert à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris à l'occasion du 20e anniversaire de l'adhésion de la Slovaquie à l'Union européenne sous le haut patronage de l'ancien président du Conseil national de la République slovaque et futur président de la République slovaque, Peter Pellegrini. À quoi doit s'attendre le public lors de ce concert exceptionnel? Donc, Pavol Břeslik, c'est un vraiment ténor de nom international. À ce moment, à cette époque, il a aussi joué des rôles très importants dans l'opéra Salomé à Bastille. Et je profite de cette situation de vous inviter de notre concert parce que c'est vraiment notre concert de gala. Dans le concert, il y aura les arias et les sons très connus et très exceptionnels. C'est notre grand événement musical de cet printemps. Il y a beaucoup d'événements, je l'ai dit. Du 16 mai au 15 juin prochain, aura lieu une exposition collective intitulée City Code, en collaboration avec la galerie Olivier Waltman, au 16 rue du Perche à Paris, dans le quartier du Marais, et la galerie Jan Koňárek à Trnava et l'Institut slovaque de Paris. Alors, elle va présenter 7 artistes slovaques, place à la jeune génération, donc je vais autant les citer: Petr Cvik, Viktor Frešo, Marek Květan, Michal Mraz, Pavla Serankova, Natalia Šimonova et Jan Vasilko. Une exposition sur le langage visuel actuel de la scène slovaque et de sujets d'actualité, une exposition très intéressante. Le fait, enfin, comment se porte aujourd'hui la culture slovaque en France? Je peux dire que c'est pour notre génération, c'est la culture slovaque, c'est plus connu, surtout pour la génération jeune. Par exemple, les arts, c'est comme nous parlons à propos de cette
exposition. C'est une exposition de notre artiste contemporain et cette galerie à Centre-Marie, c'est une de très connue galerie dans les marais. Et comme je peux comparer par exemple la situation de 10 années avant et maintenant, 10 années avant, il était vraiment presque impossible de trouver quelques galeries qui peuvent ouvrir les portes pour la art visuelle de la Slovaquie. Par rapport maintenant, on est très content qu'on peut présenter le collectif de sept artistes dans les périodes très importantes pour l'art visuel parce que c'est vernissage, c'est à la rue 24 mai et c'est ouvrir pendant la Galerie Vic à Paris. D'accord, on va apporter de l'eau. Continuons donc avec ce mois de mai. Donc, le 25 mai, ce sera la 13e nuit de la littérature, un événement organisé par le FICEP, le Forum des instituts culturels étrangers à Paris. Il y a plus de 30 pays qui sont réunis. On en reparlera dans l'émission. Cette année, c'est l'autrice Andrea Salajova et son dernier livre Slovaquie aux éditions de Magellan et compagnie qui représentera la Slovaquie. Qu'est-ce que ça fait de participer à cet événement international ? Oui, c'est un exemple comme l'Institut slovaque à Paris participe dans le festival international avec d'autres instituts. C'est un grand bon exemple et à ce moment, on va présenter le nouvel livre de notre l'artiste, notre écrivain qui habite ici à Paris, Andrea Salajova, et c'est un livre qui s'appelle Slovaquie, dans lequel elle rencontre l'histoire de Slovaquie de nouvelle époque. Donc, je vous invite aussi en 25 mai dans l'Institut culturel d'Italie, dans lequel on va présenter ce livre. Exact, l'Institut italien, l'Institut culturel italien, c'est au 50 rue de Varennes à Paris, dans le 7e arrondissement, près de chez le Premier ministre français. Ce sera à 16h40. Voilà, vous pouvez suivre, il est 19h23 sur Armada. Comment dirais-je ? Je vous cacherai pas qu'en fait, je vais participer à cet événement. Voilà. Si vous voulez me voir, voilà, vous profitez. Le 23 mai, vous allez au concert pour voir... le ténor, Pavol Brešlik. Le 24, vous faites l'inauguration avec les 7 artistes slovaques. Et puis le 25, vous faites la nuit de la littérature. 3 jours de fête. C'est très bien avant la semaine. Et si je peux ajouter aussi le 1er juin, on va participer dans les festivals internationaux de l'art contemporain, dans la Nuit Blanche. Donc, notre art visuel va être installé dans l'Académie Climat à côté de l'Hôtel de Ville. Donc, nous vous invitons aussi à voir cette exposition. Voilà. En fait, voilà. Donc, vous pouvez suivre l'actualité de l'Institut slovaque de Paris sur tous les réseaux, y compris avec la newsletter. Enfin, vous allez voir, ça n'arrête pas de bouger. Et il y a plein de choses pour sortir, pour se changer les idées. Merci beaucoup, Yana Kniashkova. Merci, Jérémy. Avant de retrouver Maë Lemaire et la chronique cinéma, place un grand Emma Twin et Marcus Ossonville. Vous êtes partis sur les traces du célèbre auteur slovaque Dominik Tatarka. C'est exact, de son enfance en Slovaquie, élevée par une mère agricultrice, en passant par ses études à Paris et par ses ouvrages, on vous raconte tout sur Dominik Tatarka. Né le 14 mars 1913 en Slovaquie de parents pauvres, Dominik Tatarka ne garde pas de souvenir de son père mort durant la Première Guerre mondiale. Sa mère l'élèvera seul, lui et ses 6 sœurs. Son enfance entourée de femmes influencera ses œuvres dans le futur. Malgré sa vie modeste, c'est un garçon doué et doté de grandes capacités pour l'école, ce qui lui permet de bénéficier d'une bourse pour le collège, puis le lycée de Nitra, où il étudiera notamment le français et le tchèque. En 1934, il finit son cursus scolaire par l'obtention du bac. Et ensuite, il prend un avion direction Paris.
C'est exact, Emma. Il s'envole pour la capitale française en octobre 1938, plus précisément pour l'université de la Sorbonne, dont il a reçu une bourse. Il a fait des études de lettres. Une histoire d'amour, une aspiration pour l'écriture et de l'inspiration, le séjour parisien de Dominique Tatarka lui sera plus que bénéfique. Mais malheureusement, l'aventure française de l'écrivain sera écourtée. La raison, une situation internationale qui se dégrade. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps, Dominique devient professeur dans des lycées slovaques et en 1944, il décide de s'engager dans le Parti communiste, compagnon de l'insurrection slovaque, et en fin d'année, il s'engage cette fois-ci dans la résistance du pays qui se cache dans les montagnes. Il racontera cette période au travers du livre Le Premier Coup et le Deuxième, mais en fait, toute la vie de Dominique est retranscrite au travers de romans et d'histoires. Effectivement, grâce à ses nombreux romans, Dominique Tatarka est aujourd'hui considéré comme une figure majeure de la littérature slovaque. Mais avant, juste après la fin de la guerre, il a débuté sa carrière en tant que journaliste en se concentrant sur des sujets de société. Tatarka utilisait sa plume pour dénoncer les injustices et pour explorer les complexités de la vie sous un régime communiste naissant. Il a puisé dans ses observations du monde pour créer des œuvres. Son affection pour Paris transparaît dans la façon dont il décrit les quartiers, les cafés, les rencontres et les conversations, notamment avec son livre Une saison à Paris, qui relate l'histoire d'un jeune intellectuel slovaque, Peter, qui s'installe à Paris dans les années 1960. À travers ses yeux, le lecteur découvre Paris et ressent le décalage culturel et le désir d'intégration au sein de la capitale. Le roman explore les thèmes de l'identité, de l'adaptation et des relations humaines dans un environnement urbain. Il décrit Paris comme un lieu où les esprits libres peuvent s'épanouir et où les idées nouvelles prennent vie. Et je pense qu'on le retrouve beaucoup dans ce jeune Peter. Mais malgré son talent et son succès, Dominique Tatarka va en quelque sorte être réduit au silence par le gouvernement tchécoslovaque. Ses prises d'opposition et son influence dérangent le régime en place. Alors la publication de ses œuvres est suspendue et tous ses écrits sont retirés des bibliothèques publiques. À la limite de la pauvreté et rongé par la maladie, Dominique Tatarka meurt en 1989. Et oui, Dominique Tatarka, qu'on fêtera donc les 35 ans de la disparition le 10 mai prochain. Place au cinéma avec Maï Lemaire. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue sur notre chronique cinéma. Donc aujourd'hui, je vous emmène en République tchèque pour vous parler du 58e Festival international du film de Karlovy Vary. Cette édition qui se déroulera du 28 juin au 6 juillet mettra à l'honneur une figure littéraire incontournable du XXe siècle, donc Franz Kafka. En cette année qui marque le centenaire de la mort de Kafka, le festival rend hommage à l'écrivain en présentant une sélection de films inspirés par son œuvre. Les cinéphiles pourront se plonger donc dans une rétrospective captivante comprenant des classiques tels que Le Procès d'Orson Welles, La Métamorphose de Jan Nemec, ou encore Kafka de Steven Soderbergh. Les organisateurs Karel Hock et Lorenzo Esposito voient dans l'œuvre de Kafka une provocation constante pour les cinéastes. Ils estiment que Kafka défie les réalisateurs de capturer l'essence fugace de ses récits, les réalités qu'il crée, les sentiments d'appréhension qu'il suscite, tout en explorant également les situations comiques. Le festival ne se contente pas d'honorer Kafka, il met également en avant le travail de la directrice de casting Francine Messler. Elle recevra elle aussi un hommage spécial avec une projection de film et une masterclass où elle reviendra sur sa carrière plutôt remarquable, marquée par des collaborations avec des réalisateurs tels que Denis Villeneuve et Alejandro González Iñárritu. Une autre initiative intéressante est le programme Future Frames, qui aide les jeunes cinéastes européens à débuter leur carrière. Donc ce programme, qu'est-ce que c'est ? C'est un partenariat avec Alwyn, UTA et Range Media Partners. Et il sélectionne chaque année 10 étudiants et diplômés des grandes écoles de cinéma. Et il leur offre des opportunités de mentorat et de networking. Et aussi des voyages d'études à Los Angeles. De quoi nous faire rêver. Enfin, le festival rendra également hommage à l'acteur Ivan Trojan et où on lui remettra le prix du président pour sa contribution exceptionnelle au cinéma tchèque. Donc Trojan qui a remporté plusieurs Lions tchèques, qui a marqué le cinéma avec des performances mémorables, notamment dans Charlatan, Les Frères Karamazov et Zelari.
Et donc avant de se quitter, j'ajoute que le Festival international du film s'annonce cette année encore un événement à ne pas manquer. Donc il mêle hommage aux grands noms du cinéma et il soutient les jeunes talents prometteurs. Donc si vous êtes en quête de films passionnants à découvrir, ce festival est le rendez-vous idéal. Merci beaucoup Maë. Oui, alors le temps qu'on mette tout en place, c'est place à la musique. Dans un instant, je vous parlerai des charts de la semaine. Pour l'instant, place à la scène, place aux voix. Voici le groupe Nadeye. Le temps qu'on s'installe et elle chante Kolo Nas Pada Dizd. Vive le théâtre. Mama, you be
Ouais, bravo. C'était donc Nadeye Kolonas Padadizd. On continue avec la musique. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Il y a Tania, Carole, Béatrice et Monica. Bravo à toutes les quatre. Franchement, il y a les poils qui se redressent. Bref. Nous allons passer aux charts de la semaine, comme toutes les semaines. Tout d'abord, un point sur un artiste slovaque dont on a parlé la semaine dernière, avec le trio Kali, Alan Morin et Peter Pan. Leur titre Mantiarad devance toujours Taylor Swift et son duo avec Post Malone avec Fortnite cette semaine. Le clip de Mantiarad, c'est de la bonne humeur avec ce personnage à la Jean-Claude Duss, quelque chose de vraiment assez comique. Cette semaine, on part en Allemagne, en Pologne et en Roumanie. Le nouveau titre du duo Ailiva et Apache 207, intitulé Wunder, est en tête sur Spotify, Deezer, Apple Music et YouTube avec plus de 2,2 millions de vues en 6 jours. Ce clip de 5 minutes nous montre un homme aux cheveux longs arrivé en Lamborghini. Il vient offrir des fleurs à la jeune femme, Ailiva, qui lui donne à la place un CD estampillé A und A. Il dépose les roses, il écoute le CD, débute ainsi le clip. Un vrai film. Le rappeur Apache 207, on se souvient de lui et de son duo avec le Johnny Hallyday allemand Udo Lindenberg et leur titre Comet qui a atteint les 72 millions de vues sur YouTube. Le duo Ailiva Apache 207 est aussi en tête des charts en Autriche. On passe à la Pologne avec le trio féminin Modelki et son titre Rybizestoba. Premier des téléchargements en Pologne, il compte plus de 10 millions de vues sur YouTube en 3 semaines. Rybizestoba, ça parle de fidélité et d'amour. Inutile de dire que le trio Modelki, formé par Aga Nowakowska, Zuza Figiak et Ula Kowalska, ne vont pas tarder à faire parler d'elle dans les pays occidentaux. Enfin, en Roumanie, Baklava, le titre Gia et son duo avec Babasha reste en tête des charts sur Spotify, Apple Music et YouTube, un titre synonyme de belle déclaration d'amour de cette femme envers l'homme qu'elle aime. Vraiment à découvrir. Vraiment à découvrir. Il faut ouvrir tous les horizons et voilà, la musique, et comme tous les arts, n'a pas de frontières. Découvrez, c'est un vrai bonheur. Il est 19h39 sur Armada, vous êtes dans Bienvenue à l'Est et on continue avec notre deuxième invité, Daniel Compagnon. Et là, on va parler plus précisément de l'AOTS, de l'Association des originaires et amis des pays tchèques et slovaques. Daniel, je suis très heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui. C'est un vrai bonheur, c'est la famille. Enfin, voilà, je suis très heureux que tu sois là. Encore bienvenue dans notre émission, dans Bienvenue à l'Est. La première, comment dirais-je, pour vous présenter l'AOTS, donc l'Association des originaires et amis des pays tchèques et slovaques, c'est une vraie famille. Daniel Compagnon, président de l'AOTS, est là. Comment je te remercie au plus haut point, puisque en ce moment, si on veut, c'est toujours l'heure des répétitions. Donc, normalement, tu devrais être en train de répéter à cette heure-là. On devrait être en train de répéter, mais on ne pouvait pas, franchement, refuser à un ancien danseur de notre groupe de venir participer à son émission. Ok. Bouge pas. Voilà. Bien, si je peux, si vous voulez, une petite historique de notre association. Il faut revenir un petit peu en arrière. La grosse émigration slovaque s'est déroulée dans les années 30, au moment de la crise. Il y a eu des accords spéciaux, d'ailleurs, entre le gouvernement tchécoslovaque et le gouvernement français pour faciliter la venue des paysans, des travailleurs agricoles en France. Donc, à cette époque-là, il y a eu une grosse venue de Slovaques en agriculture, mais aussi dans les usines, chez Renault, dans différentes entreprises, dans les mines, dans le nord de la France. Et donc, tous ces Slovaques se regroupaient en petites associations locales. Est arrivée la Seconde Guerre mondiale, avec ses problèmes, la France qui a lâché la Tchécoslovaquie en 1938,
la création du protectorat tchèque sous tutelle nazie et le premier État slovaque. Donc quand cette guerre s'est terminée, en 1948, il y a eu des élections. En 1948, à Prague, les communistes ont pris le pouvoir. Ce qui a fait une scission entre les émigrés slovaques qui étaient en France. Certains soutenaient ce nouveau gouvernement et sont même rentrés d'ailleurs, en Slovaquie à l'époque, et d'autres ne le soutenaient pas. Et il y a une association qui soutenait donc le gouvernement de l'époque, qui a été créée, qui s'appelait l'Union de la colonie tchécoslovaque en France, en 1949. Cette association a été dissoute par le gouvernement français en 1958, avec comme raison, c'est une association étrangère, qui s'appelait la colonie tchécoslovaque, en 1958. Elle a été dissoute au mois de mars, je crois, et au mois de septembre, il y a eu création d'une nouvelle association, avec les mêmes personnes, mais qui s'appelait l'Association des originaires de Tchécoslovaquie. Donc c'est une association étrangère, c'est une association des originaires de Tchécoslovaquie. Et notre association, elle descend de cette association. Elle a changé un petit peu de nom. En 93, à la séparation de la Slovaquie et de la République tchèque, elle est devenue Association des originaires des pays tchèques et slovaques. Et vu la progression, le nombre d'adhérents qui n'étaient plus forcément des originaires, on a donc à rajouter le titre AMI, Association des originaires et amis des pays tchèques et slovaques. Voilà. Ah bah c'est toute une histoire. C'est assez surprenant quand même que, en 1958, on interdise une association sous prétexte que... C'était la pleine guerre froide. C'était la pleine guerre froide. C'était voilà. Il y a donc le but de la OTS aujourd'hui, c'est quoi? Alors, le but de l'association, elle a énormément évolué. Si on retourne aux années 50, 60, 70, elle avait 3000 adhérents, 3000 familles, et donc elle avait des objectifs sociaux, pas seulement culturels, sociaux surtout, pour aider les gens à traduire les courriers, obtenir les papiers, obtenir les visas pour aller en Tchécoslovaquie à l'époque, obtenir des bons pour acheter des produits en Tchécoslovaquie, des bons vouchers, visiter nos compatriotes qui étaient un petit peu malades, qui ne parlaient pas bien français. Donc c'était un but un peu social. Et ces gens qui étaient les Slovaques ou les Tchèques de la première génération, malheureusement, petit à petit, ils ont disparu. Et maintenant, on retrouve beaucoup moins d'adhérents, parce qu'on doit être en ce moment aux alentours de 300. Et pas que des originaires, beaucoup, ou des originaires comme j'ai derrière moi, là, 2e, 3e, 4e génération. Ouais, parce que là, on a 3 générations sur le plateau, je tiens à le dire. 3 générations. Il y a grand-père, il y a les grands-parents, les mamans et les enfants. On n'est pas venu à beaucoup du groupe, on est venu à 7, mais il y a 2 familles et 3 générations seulement. Il y a 3 grands-parents, 2 enfants et 2 petits-enfants. Ah, c'est beau, c'est beau. Comment dire, donc et aujourd'hui, donc c'est plus donc pour continuer à faire parler parler de la culture slovaque et de la culture tchèque. Absolument, oui. Notre association maintenant est une association, on peut dire pratiquement uniquement culturelle, mais pas uniquement danse et chant et musique, mais aussi gastronomie, exposition. Quand on avait un local, puisqu'on a été de 2007 à 2023 l'année dernière, donc on était dans un local près du Sacré-Cœur. Oui, rue Bachelet. Rue Bachelet. Et pour diverses raisons, on est obligé de les vendre et on est à la recherche d'un nouveau local. Un nouveau local. On croise les doigts pour qu'on trouve. Alors le repas, c'est le repas de Georges, c'est ça? Oui, Georges, c'est notre vice-président chargé des relations avec la Slovaquie, mais qui est également un très bon cuisinier, donc qui nous prépare des repas tous les 2 mois. Et des repas maison. Repas... Habituellement, on les faisait dans nos locaux, et maintenant, on s'est déplacé à Bagneux, où une autre association, l'Association pour les relations franco-tchécoslovaques, peut obtenir un local pour ce type d'activité.
très bien ça. Alors, il y a aussi les commémorations. Il y a comme le 9 mai prochain, avec l'inauguration du banc de Stefanik. On en reparlera dans la prochaine émission. Avec des images. La célébration, les célébrations, il y a Mikuláš Saint-Nicolas. Et c'est important, Mikuláš, du coup. Ah bah oui, tant qu'on avait des locaux pendant Oui. 40 ans, 50 ans, on a fait toujours la fête de la Saint-Nicolas. Là, n'ayant pas de local, on était invité par le prêtre slovaque, Tot, qui nous a invités. Donc, on a participé à la Saint-Nicolas de la communauté catholique slovaque en France. Voilà. Je rappelle que Mikuláš, ça veut dire Saint-Nicolas, et Saint-Nicolas, dans l'est de la France, c'est aussi très important. Si tu me permets, je voudrais revenir sur tu parlais des célébrations, le 9 mai. J'ai pas entendu le mot de la ville de Meudon. Exact. Je voudrais quand même rappeler que si Stefanik est venu pourquoi il était fait français, c'est parce qu'il est venu en France en 1904-5. Il est venu travailler à l'Observatoire de Meudon sous les ordres ou sous la collaboration du professeur Janssen. Et il est resté toute une dizaine d'années à l'Observatoire de Meudon. Et donc, qui a permis d'obtenir la nationalité française. Et puis après, ses activités se sont diversifiées en activités d'aviation, de météorologie, mais surtout politique, puisque ce qu'il faut se souvenir avec Stefanik, c'est surtout un des 3 liquidateurs de l'Empire austro-hongrois, avec Beneš et Masaryk. D'ailleurs, Meudon, tu en parles justement, elle est jumelée avec Brezno, une ville en Slovaquie. Alors là, j'espère qu'on a le temps. Oui. Parce que pourquoi alors, Brezno oui, alors il y a pourquoi Brezno, et puis surtout la statue qui se trouve à l'observatoire de Meudon est arrivée ici. Cette histoire, elle commence avec notre groupe folklorique. On était en stage, on avait un stage chaque année au mois de juillet, au mois d'août en Tchécoslovaquie. Et une année, on est tombé à Brezno et on s'est tout de suite fait des amis. On est tombé amoureux des gens de là-bas et de leur folklore. La preuve, tous les costumes des jeunes filles que vous avez vus sont tous des costumes de la région, différents villages, Porela, Polonka, Tchernibalog, de la région. Donc en 78, on est tombé amoureux. Et après, ça s'est... étant professeur au lycée professionnel de Meudon, j'ai fait un jumelage avec le lycée technique de Brezno, le lycée hôtelier de Brezno. On a eu plein de relations. J'ai créé l'association Slovensko, qui existe toujours à Meudon. Et devant ces échanges, le maire adjoint à l'époque de Meudon, M. Georges Koch, est venu me voir en me demandant si on ne pouvait pas faire un jumelage entre Brezno et Meudon. Ce qui s'est fait et ce qui s'est tombé bien, puisque sur la place de Brezno, il y a une statue du général Stefanik. On ne sait pas pourquoi exactement d'ailleurs, mais il y a une statue qui est là-bas. Et c'est... donc le jumelage s'est fait en 1999. L'ambassadeur de l'époque, l'ambassadeur de l'époque, qui était un ancien banquier, a trouvé le financement. Il a fait faire une copie de la statue du général Stefanik qui est sur la place de Brezno pour l'installer le 4 mai 1999, donc pour le 80e anniversaire de la mort du général Stefanik à Brezno. Et le même jour a été signé le jumelage entre Meudon et Brezno. Voilà. Et en fait, est-ce que c'est toi qui as ramené la statue, en fait? Non, c'est pas toi. Et encore une petite histoire quand même sacrément rigolote, c'est que quand ils ont fait la copie le moulage à Brezno, j'y étais avec mes élèves qui étaient en stage là-bas, et le monsieur, je le connaissais, plus ou moins. On a commencé à discuter, et ce monsieur, il venait du village où est née ma belle-mère, à Rychniovce, un petit village à côté de Nitra. Et bon, comme quoi les histoires, hein. Il y a toujours des petits liens, hein, des petits détails. Pardon. Comment bouge pas. Oui, alors, là, il est 19h54, on va faire place à la musique. On va demander aux mamans et aux enfants d'aller chanter. On va replacer le micro sur le pied. Voilà. Et après, on retrouvera le journal de 20h.
Merci encore Daniel. On va parler de Nadeya après le journal. Là, elles vont nous interpréter Chijitsku. Chijitsku. Ah, d'accord, j'ai pas vu le métier. Alors, Chijitsku. C'est une chanson pour les enfants, c'est ça? Ouais, que chantent les enfants et que reprennent les mamans. Et ben place à Chijitsku par le groupe Nadeya. Mathéo, tu peux aller récupérer le micro. Moi, je voudrais juste poser une question avant de parler de Nadeya. Pouvez-vous réinstaller Et donc, il y avait donc Nina et Sacha en plus. Et Nina, tu as quel âge? Alors, vas-y. 7 ans. Tu as 7 ans, d'accord. Et ta maman, donc, c'est Tania. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a... Enfin, comment tu... C'est une fête, en fait, quand tu danses. Quand tu chantes. Ouais. T'adores ça? Elle est toute mimi. C'est... voilà, donc c'était Nina. Voilà, 7 ans. Enfin, ça pousse, mais mon Dieu. Oui, non, c'est ça. Et en fait, il y a vraiment toutes les générations dans cet ensemble. Et c'est vraiment une vraie famille, quoi. C'est ce que je disais, Daniel, tout à l'heure. C'est une vraie famille, cet ensemble. Enfin, que ce soit la OTS ou même Nadeya, qui sont très liés, du coup. C'est vraiment une famille. Ah oui, il y a donc maintenant, en 2022, on a fêté le 70e anniversaire de notre groupe, qui a été créé en 1952. Donc avant la OT, mais pendant, à l'époque de la colonie tchécoslovaque en France. En 1952, des gens qui allaient en colonie de vacances, régulièrement en colonie de vacances pendant l'été, et ils ont vu un groupe folklorique morave, et ils sont tombés amoureux. En revenant, ils ont dit aux responsables de l'association, nous aussi on veut un groupe, et ils ont commencé donc en septembre 1952. Donc en 2022, on a fêté notre 70e anniversaire, et notre spectacle s'appelait De génération en génération, ou le carrousel enchanté de Nadeya, la vie qui tourne, quoi, la vie qui tourne. Et il y avait également encore trois
trois générations. Et il y avait même des gens qui existent encore. On a un groupe senior, des gens qui sont plus vieux que moi. Oui, c'est possible. Eh ouais, mais ça conserve, hein, ça conserve. Ça conserve. D'ici quelques instants, on va parler de Nadeye, on va montrer des photos de festivals aussi, entre autres, puis on verra plusieurs costumes. C'est vraiment c'est un dépaysement total. Je vous dis, voilà, vous venez les voir, mais même ne serait-ce qu'à les répéter avec eux, vous allez retrouver une forme incommensurable. Il est 20h sur Armada, passé de quelques secondes, on passe tout de suite au journal avec Matteo Marchal et Maë Lemaire. On passe à la Serbie. Merci Jérôme. Il y a un an, la Serbie était endeuillée par la fusillade mortelle à l'école Vladislav Ribnikar. 48 heures plus tard, une autre fusillade sidérait le pays. Ces tragédies ont initié un immense mouvement citoyen contre la violence. Grèce. Le chef des néo-nazis, Nikos Mikaloliakos, a été placé en liberté conditionnelle jeudi. Il purgeait une peine de 13 années de prison. La décision de la justice suscite une immense indignation. Question sur l'euro. L'euro est-elle encore attractive pour les pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union européenne ? Certes, la Slovénie, la Slovaquie, les 3 pays baltes et la Croatie ont opté pour la monnaie unique européenne, mais les autres, Pologne, Tchéquie et Hongrie, ne se bousculent pas. Seule la Bulgarie entend adopter l'euro le plus vite possible pour 2025. Enfin, Finlande. Le député finlandais d'extrême droite impliqué dans un incident avec une arme à feu à la sortie d'une boîte de nuit a été exclu de son groupe au Parlement. C'est une affaire qui embarrasse le parti d'extrême droite finlandais Finns, soupçonné d'être impliqué dans un incident avec une arme à feu à la sortie d'une boîte. Le député a été exclu de son groupe parlementaire. L'annonce a été faite par la ministre des Finances, qui est également leader du parti. Merci beaucoup Matteo Marchal. Maë Lemaire, vous êtes allé voir un atelier pas tout à fait comme les autres. Oui, alors j'ai eu l'occasion il y a à peu près une semaine de me rendre à l'atelier des artistes en exil, donc qui est un lieu de résidence pour les artistes donc exilés principalement de Russie et de d'autres pays. On a notamment des pays d'Afrique aussi. Et donc ils sont en résidence et ils ont l'occasion de produire. Et j'ai notamment pu échanger avec Naum Blik, qui est un artiste russe. Donc je vous laisse avec l'entretien. Dans un monde marqué par les guerres, la discrimination raciale, ethnique, sexuelle, de genre, religieuse, économique et politique, de plus en plus d'individus sont contraints de fuir leur foyer. Parmi eux, de nombreux artistes qui, souvent, ont longtemps résisté aux oppressions des autorités. À Paris, au 6 rue d'Aboukir, dans le 2e arrondissement, un refuge unique de leurs œuvres ouvre ses portes. L'atelier des artistes en exil. Ce lieu se dédie à l'accueil et au soutien de ses créateurs. Il offre un espace où les artistes peuvent être conseillés individuellement, un lieu de convivialité pour échanger, accéder à Internet et organiser des rencontres, ainsi que des espaces où pratiquer leur art, que ce soit de manière occasionnelle ou dans le cadre de résidences artistiques, avec des présentations destinées aux professionnels et des ateliers pour le grand public. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'un d'eux, Naum Blik, pour entendre son histoire et découvrir comment ce sanctuaire artistique l'a aidé à poursuivre sa passion en terre étrangère. Je m'appelle Naum Blik, je suis poète russe et musicien, rap musicien. J'ai essayé de mélanger hip-hop et littérature. J'ai publié 2 livres de mon poésie et j'ai sorti 5 albums solo et 5 albums avec mon groupe, rap. Je préférais faire le rap poésie, rap poétique. Je fais rap poétique. J'ai quitté Russie en 2022 à cause de la guerre parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Je viens à Paris il y a 1 an et demi et j'ai essayé de continuer mon créature, mon poésie, mon musique. Et aujourd'hui, je vais présenter mon travail qui s'appelle Ramasseur des mots. Ramasseur des mots, ça c'est petit papier avec les mots français et
la traduction russe. Et moi, écrit moi-même de papier là. Après, j'apprends les nouveaux mots français, des moyens comme ça, de façon comme ça. Et j'ai eu quelques cents de petits papiers comme ça. Et vous voyez juste une petite part de ces mots ici. Et vous pouvez toucher mon français. Mon français est en russe. Oui, ça c'est... C'est matériel. Oui, c'est matériel, c'est de langue matérielle. L'association ouvre ses portes du 25 avril au 26 avril pour y découvrir plusieurs artistes issus d'un exil. Et oui, tout à fait. Avec les artistes exilés, il y a toutes les nationalités. Il y a des Russes, il y a des Ukrainiens, il y a des Syriens, il y a des Kurdes. C'est vrai que quand ils font un spectacle, c'est très fort. J'ai eu l'occasion d'en voir. Le livre de la semaine, il vient de sortir. Le livre signé, qui s'intitule Libre, signé Adriana Karambeu. Son vrai nom, c'est Adriana Shkleranikova. Comment dirais-je, il est désormais dans toutes les librairies. L'histoire bouleversante d'Adriana Karambeu est une source d'inspiration, un récit captivant, dixit la maison d'édition, les éditions Le Duc, qui dépasse les frontières. De son enfance en pays communiste où la violence paternelle est monnaie courante, à ses succès remarquables sur les podiums de la mode, Adriana incarne une détermination et une résilience sans limite. Des coulisses glamour du mannequinat au plateau télévisé, elle excelle en tant qu'animatrice, comédienne, femme d'affaires. Maman dévouée de la petite Nina, elle partage pour la première fois dans cet ouvrage les hauts et les bas de ses 2 mariages et séparations, ainsi que les obstacles qu'elle a courageusement surmontés pour devenir mère à l'âge de 46 ans. Chaque étape de son parcours, marquée par des défis, nous offre un précieux témoignage de la force de l'esprit humain. En nous incitant à explorer notre puissance intérieure, Adriana nous incite et nous invite à transcender nos barrières et à forger notre propre liberté. Ça, c'est le côté littérature. Le livre et le sport, c'est pas si loin. On passe tout de suite au Flash Sport avec Simon Buvry et Mehdi Djebaili. Football, les surprises n'ont pas manqué en Ligue des Champions. Mardi soir, le Bayern Munich n'a pas réussi à venir à bout du Real Madrid à l'Allianz Arena en demi-finale de Ligue des Champions. Score final, 2 buts partout. Harry Kane et le Roi Sané sont les buteurs pour le Bayern. Le Borussia Dortmund a quant à lui réussi à piéger le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park 1-0 mercredi soir. Seul buteur de la rencontre, Niklas Füllkrug à la 36e minute. Et côté championnat de Bulgarie, le PFK Bero conserve sa place de leader dans le classement pour la phase de maintien. Leur 11e place au classement traduit une saison régulière moyenne, mais ce lundi, les hommes de Nikolai Kirov ont largement dominé le SFK Etar Veliko Tarnovo à 3-0, avec un doublé de Sébastien Villa à la 31e et 39e minute, ainsi qu'un but de Javier Esteban Silgo à la 90e minute. Du côté de la Coupe de Bulgarie, on connaît les finalistes. Ce sera les Ludogorets en passe de remporter son 13e titre consécutif de champion de Bulgarie et le Botev Plovdiv, surprenant vainqueur du CSKA Sofia en demi-finale. Rendez-vous donc le 15 mai à Sofia. On passe au tennis féminin. La Roumanie affrontera le Japon en novembre pour jouer son match de barrage et tenter de se maintenir dans le groupe mondial de la Billie Jean King Cup 2025, selon le tirage au sort effectué à Londres. Les matchs éliminatoires se joueront les 15 au 17 novembre prochains et permettront aux 8 équipes vainqueurs d'intégrer la phase de qualification de la BJK Cup 2025. On passe au Master 1000 de Madrid. La tenniswoman kazakh Yulia Putintseva s'est inclinée ce mercredi en quart de finale face à Elena Rybakina. Après avoir perdu le premier set, la 4e joueuse mondiale a su profiter de l'inconstance de sa compatriote kazakh dans les 2 derniers sets pour filer au tour suivant. Résultat du match 6-4, 6-7, 5-7 pour 2 heures et 48 minutes de jeu. Basket, le Partizan Belgrade vainqueur. Oui, les basketteurs du Partizan ont réussi à vaincre l'équipe du Budućnosti mardi sur un score de 78-67 lors de la première demi-finale de la Ligue ABA à la Belgrade Arena. Ils mènent ainsi la série 1-0. Le match retour se jouera à Morača le 7 mai à partir de 18h. Ok, sur glace, la République tchèque éliminée du championnat du monde des moins de 18 ans.
Et oui, ils croyaient à un nouveau succès, ils finissent par repartir bredouille. Après la défaite honteuse contre le Kazakhstan en poule, les jeunes Tchèques ont montré une performance médiocre en quart de finale contre la Slovaquie. Nous n'avons pas joué en équipe, a déclaré l'entraîneur David Čermák après la défaite 3-2 et l'élimination du championnat du monde de hockey des moins de 18 ans. Et donc la Slovaquie est qualifiée pour les moins de 18 ans. Voilà. Bonne chose. C'est une bonne chose. Justement, la Slovaquie, Ema Kapustova est devenue la reine du biathlon. L'athlète slovaque a reçu le prix de la couronne royale lors de la cérémonie à Midpod Djumbierom où l'Union slovaque de biathlon a récompensé les meilleurs athlètes. Ema Kapustova a remporté la couronne de reine en remportant 6 médailles dans 4 épreuves différentes au cours de la saison 2023-2024. Enfin, handball en Ligue des Champions, on connaît les noms des 2 dernières équipes du Final Four. Et oui, Aalborg et Magdebourg se sont qualifiés mercredi soir pour l'édition 2024 du Final Four de la Ligue des Champions. Les coéquipiers de Mikkel Hansen sont venus à bout des Hongrois de Veszprém sur le score de 33-28, tandis que Magdebourg a dû attendre la séance des tirs au but pour venir à bout des Polonais de Kielce. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu le mardi 7 mai à Budapest. On passe tout de suite, merci beaucoup Mehdi Djebaili et Simon Buvry. On passe tout de suite à l'agenda. En raison de son succès, c'est une bonne nouvelle, l'exposition Deux Faces au Centre culturel de Serbie est prolongée jusqu'au 9 mai inclus. L'exposition Deux Faces offre une occasion unique de découvrir les symboles de Pirot entre les peintures et bijoux contemporains revisités par l'artiste Milica Jivadinovic et les chilim traditionnels du musée ethnographique de Belgrade. Voilà, venez découvrir ou redécouvrir l'exposition au Centre culturel de Serbie. On en a parlé avec un très beau reportage signé Ilona de Souter. Alors, hier, c'était le jour du drapeau en Pologne et la journée de la Polonia et des Polonais à l'étranger. Cette année, l'Institut polonais fête ses 45 ans. À cette occasion, le graphiste de renom et l'auteur du logo de l'Institut polonais Let Majewski, professeur de l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie, a revisité le logo de l'Institut polonais de Paris. Vous pourrez le retrouver dans la communication de l'Institut polonais de Paris durant toute l'année d'anniversaire. Côté concert, Thomas Anders, rendu célèbre avec le duo Modern Talking, sera en concert en France du 29 septembre au 2 octobre. Il sera au Zénith de Strasbourg le 29 septembre, au Nouveau Siècle de Lille le 30 septembre, au Nikaya de Nice le 1er octobre et au Casino de Paris le 2 octobre. Et oui, Thomas Anders chantait souvent en anglais avec Modern Talking. Aujourd'hui, il chante en allemand. Moldavie, enfin, avec Teatrul Popular, qui sera sur scène à Paris le 25 mai prochain avec 3 spectacles à 11h, 13h et finalement à 15h à la Galerie Moldave à Paris. Les infos sur le site internet www.galerie-moldave.fr. Il est 20h12 sur Armada. On continue avec Daniel Compagnon et pour le coup, on va parler de Nadeye, du groupe Nadeye. Alors, c'est un truc, ce que je disais tout à l'heure, on a réuni, il y a 3 générations qui sont réunies. Tu parlais que Nadeye a été créé en 1952 et c'est génial, mais cette passion, elle a perduré dans le temps. Est-ce que, d'après toi, pourquoi elle a perduré ? C'est l'amour de la danse, l'amour de la culture slovaque ? Oui, certainement que tous les gens ou les personnes qui sont venues dans notre groupe, ils avaient envie de danser. Mais je pense que ça a perduré parce que c'est resté un groupe familial. Familial, il y a eu 3-4 familles qui ont représenté pendant très longtemps le groupe Nadeye. Il y a eu le président de l'association, sa famille, M. Grégor, toute sa famille pratiquement a dansé. Sa femme, sa belle-sœur et les enfants. Après, il y a eu la famille de M. Royko. On en a des représentants ici. C'est la deuxième famille où on a des représentants ici. Donc, on a eu beaucoup de 7 ou 8 personnes, peut-être plus, de leur famille qui sont venues danser. Et puis après, il y a eu ma famille qui a participé aussi, qui participe encore aux activités. Et puis, les jeunes filles qui ont dansé, puisque les mamans qui sont là, elles ont commencé dans le groupe d'enfants. Il y a quelques années, peut-être dizaines d'années. Oh là là, oui. On va en voir des photos. Il
Il y a des voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà, on voit vraiment la jeunesse. Enfin, moi, je me rappelle des photos de Tania quand elle est aussi haute que Nina. Hein. Donc il y avait les familles, mais il y a aussi il y avait leurs amis, les jeunes filles ou les jeunes garçons qui amenaient leurs amis. Donc c'est resté toujours une ambiance familiale, pas professionnelle. Et puis l'amour aussi. Ouais. L'amour de la danse, l'amour du pays, de la culture. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un changement d'idée. Hein. C'est un vrai voyage quand on va dans les répétitions, et on va en parler tout de suite. Quand on va dans les répètes, on n'est plus. Enfin, c'est vraiment on se ressource, on se change les idées. Je sais, je l'ai vu. Donc, je peux dire encore un petit mot simplement. La Slovaquie, c'est un pays fantastique. Moi, je n'ai aucune origine. C'est ma femme qui est d'origine. Ses deux parents étaient slovaques. Ouais. Ils étaient venus travailler en France. Moi, je n'ai aucune origine. J'étais la première fois en Slovaquie en 1969. Ouais. Et j'y suis retourné tous les ans. Parce que Ouais. c'est un pays magnifique. C'est c'est fantastique. Et moi, je te rejoindrai complètement parce que moi, chaque fois que je reprends l'avion de Vienne, du coup, puisque Vienne, c'est à 40 km de Bratislava, je pleure. Donc voilà, j'ai les boules. J'ai pas envie de rentrer, mais il faut que je rentre parce que ma petite famille est à Paris. Donc du coup, voilà. Du moment que j'y retourne. Tu dois être heureux parce que faut que tu penses quand ça te rapproche du prochain voyage. Quand tu Ouais, exact. Justement, on va parler des répétitions. Alors, elles ont lieu, donc, si je ne m'abuse, au complexe René-le-Duc à Meudon. Oui. C'est ça. Et c'est tous les vendredis à 19h30, c'est ça 19h30, oui. 19h30. Il y a Monica, et on a de la chance parce qu'elle est juste là. En fait, elle s'occupe de l'échauffement. Et ces échauffements, c'est impressionnant parce que, de toute façon, vu les danses qui sont créées, qui sont chorégraphiées, on a vraiment besoin d'un échauffement. Et Monica nous fait un échauffement, mais inoubliable. C'est vraiment génial. Franchement, je sais pas. Comment tu prépares tes échauffements en fait? Viens voir. Alors Monica. Bonsoir. Alors, comme tous les professeurs de gymnastique, il faut s'y mettre. Moi, je fais de la gymnastique en dehors, donc je prends beaucoup d'idées à cet endroit-là. Et ça me permet le vendredi soir de faire participer tout le monde, plus ou moins, on va dire. Oui, parce que là, juste un petit mot pour comme ça. On a besoin de garçons. Ah, on a besoin de garçons. Voilà, c'est ça. Le message est lancé. On a besoin de garçons. Donc voilà, j'ai emmené toute la team avec moi. Voilà, c'est voilà. C'est vrai on a qu'il y en a besoin pas mal de... ici là. Hein Ah oui, non mais c'est vrai, ils sont grands. Hein. Alors, il y a un truc, c'est que il y a des spectacles et on voit certaines photos à l'écran. Il y a des spectacles en France et en Europe, en Slovaquie aussi, et notamment à Dietva, en Slovaquie. Et quand on danse à Dietva, c'est une ambiance inoubliable. C'est vraiment le rassemblement de la danse slovaque traditionnelle. Il y a 3 grands festivals en Slovaquie. Il y a le festival de Východna, à l'est de la Slovaquie. Il y a le festival de Mijava, à l'ouest de la Slovaquie. Et en Slovaquie centrale, il y a le festival de Dietva. Et nous, on a la chance d'y participer depuis 1976. Donc, ça fait à peu près 50 ans. On a participé à plus de 40 festivals à Dietva. Parce que c'est le seul festival en Slovaquie qui organise un programme pour les groupes d'originaires slovaques. Donc, comme on en fait partie, donc ça nous permet de rencontrer des groupes d'originaires slovaques qui viennent des pays d'Europe centrale, de Roumanie, de Hongrie, de Pologne, d'Ukraine, mais de République tchèque, mais aussi des États-Unis, d'Australie, du Canada, de Suisse, même maintenant il y a un groupe suisse, ou d'Angleterre, d'Irlande. Comme quoi, ça voyage. Hein. La danse slovaque voyage partout. Il y a de la danse, il y a du chant, on a vu. Il y a aussi de la musique. Et tu as amené 2 instruments. Je vais commencer par le plus petit, le kontsovka. Je vais y arriver. Le kontsovka. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça a l'air d'être une flûte, mais sans trou. Comme son nom l'indique, en slovaque, pour ceux qui comprennent le slovaque, kontsovka, c'est l'extrémité. Donc c'est une flûte classique avec son biseau, son
son Au tuyau, micro, devant le micro. son tuyau, son biseau. Simplement, il n'y a pas de trou mélodique. Il n'y a pas ni 6, ni 3, ni 7 trous mélodiques. Il n'y a pas de trou mélodique. Donc, les différentes notes se font avec l'extrémité ouverte, ou bouchée, ou demi-ouverte, et la puissance du souffle. Tu peux nous en jouer un petit bout? Pas très longtemps, parce que Pas je trop commence à être assoiffé. Ah. Ouais, bravo. C'est incroyable. Il y a un trou et en fait, tu fais plusieurs notes. C'est incroyable. C'est en bois, c'est ça? En général, c'est très souvent en sureau. En sureau. En sureau D'accord. ou en acacia. Donc la réalisation, c'est comme pour des flûtes plus grandes. Le travail, c'est d'aller l'hiver, en général, aller dans les forêts chercher du bois, le couper, le laisser sécher. Pour des grandes flûtes, il faut que ça sèche au moins pendant 1 an. Ouais. On l'écorce d'abord, on retire l'écorce et on le laisse sécher. Et après, il faut le percer avec Face micro. avec un forêt, avec un petit instrument qui permet d'avoir le morceau de bois bien droit, surtout quand il est très grand, pour le redresser dans une cornière. On le redresse et on le perce. Et on le perce. Y a combien d'octaves en fait sur le Koncovka? Il y a bien 2-3 octaves. 2-3 octaves. Ouais. Incroyable. Un trou, 2-3 octaves. Il n'y a pas toutes les notes dans les 2-3 octaves. Ah, d'accord. Donc, tu peux monter. Oui. Tu ne peux pas faire les demi-tons, tu peux pas faire. Il n'y a pas toutes les notes. D'accord. L'ambitus, il est de au moins 3 octaves, oui. D'accord. Et alors, on va passer aussi à la fouillara. Alors, la fouillara, c'est. Ça me met la chair de poule. C'est une flûte qui va entre 1m60 et 2 mètres de haut. Et c'est... D'abord, je voudrais juste que tu fasses que tu joues quelques notes avec, en tout cas la descente. Et ben, voilà, bravo. Bravo Daniel. C'est la première fois que je joue de la fouillara assis. Ah, c'est une première. Oui, parce qu'habituellement, on est debout. Oui, mais avec mon grand âge, on peut accepter. Oui, non, mais c'est incroyable. Alors, c'est pareil, c'est un instrument, c'est pareil, c'est de la même matière que la koncovka. Oui. C'est donc du menuisier ou du sureau. En général. C'est du sureau, donc c'est une grande flûte basse qui fait 1m70, 1m80, avec un biseau comme une flûte, c'est normal, avec 3 trous mélodiques. Mais effectivement, contrairement à une flûte normale, on ne peut pas jouer sur les trous mélodiques et atteindre le biseau pour souffler. Exactement. Donc on a fait un canal de retour qui sert simplement à transporter l'air de la bouche du musicien, au niveau du biseau. De la bouche du musicien au biseau. Puis elle est sculptée en fait, c'est une vraie œuvre d'art. Alors il y a différents types de fouillara. Il y a effectivement celles qui sont simplement laquées. Il y a celles qui sont incrustées, incrustées de fils de cuivre et de laiton. L'artisan, c'est un artiste
il fait des petits dessins au crayon et après, il a un petit morceau de cuivre de laiton de 1,5 mm avec un petit marteau. Il suit les contours de son dessin et il dessine. Elle est personnalisée en fait. Et celle-là, donc, c'est le troisième type. Elles sont simplement sculptées avec un petit couteau. Et après dessinées. Voilà. Et alors, je tiens à le dire, elle est quand même classée à l'UNESCO, c'est pour le matériel immatériel, c'est ça? Oui, elle fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2007. Depuis 2007 ou 2008. Ouais. 2008 peut-être. C'est ça. 2008. Et alors, cette flûte, on en joue où en fait? C'est la montagne, c'est... Cet instrument, à la base, alors on ne sait pas exactement son origine. Il y a des ethnomusicologues qui disent que c'est certainement les Turcs, au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie, enfin, des pays qui sont maintenant la Tchécoslovaquie. Enfin, la République tchèque et la Slovaquie. Les Turcs, c'est eux qui auraient amené un instrument similaire. D'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. D'autres disent que c'est la colonisation valaque. Les Roumains qui sont montés, qui ont suivi les Tatras qui l'auraient amené, donc on ne sait pas exactement. Mais sachant que ça fait à peu près, on en joue à peu près 18e, 19e, c'est pas un très vieil instrument. On pourrait croire que ça remonte à très très loin, mais non. Donc, si on vient au siècle dernier, c'était l'instrument des bergers. C'était les bergers qui, le soir, quand ils avaient fini de traire les moutons et qu'ils étaient dans leur petit baraquement, ils collectaient le bois, et ils fabriquaient des instruments l'hiver. Et puis, des bergers, malheureusement, c'est un petit peu comme partout, il y en a de moins en moins. Et on a encore des facteurs d'instruments de Fouillera. Des gens qui sont passionnés, qui habitent dans ces régions, dans les régions montagneuses, de la Slovaquie centrale principalement, de Dietvar, ou de Brezno, d'ailleurs, pas loin de Brezno. Non, mais c'est une vraie sculpture, c'est une vraie œuvre d'art. C'est un instrument en plus unique en Slovaquie. Oui, et puis c'est unique, ouais, ça tu le dis bien, ça c'est incroyable. J'ai déjà joué de ça, mais là je le ferai pas parce que vaut mieux pas. C'est meilleur au saxophone. Oui, c'est ça. L'un de ces quatre, faudrait que j'en mette jouer du sax dans l'émission, je sais pas. Je crois que c'est ton point, on va voir. Alors, il y a les prochains projets pour Nadeye, c'est quoi? Le grand projet, déjà, on a passé notre 70e anniversaire, donc on ne prépare pas encore le 75e. Non, il y a le temps. Alors, notre grand projet, maintenant, c'est l'été. Donc cette année, nous n'irons pas au festival de Dietva. On ira l'année prochaine, puisque ça sera le 50e anniversaire du spectacle des originaires à Dietva. Mais par contre, on va en Moravie au mois d'août. D'accord. Donc du côté de Brno, pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve la Moravie. Même plutôt du côté de la Slovaquie, c'est pas très très loin de la frontière slovaque. D'accord. Et le spectacle s'appelle Janošíkov Ducat, le ducat de Janošík, parce que c'est un spectacle, en fin de compte, qui est uniquement des groupes slovaques. Des groupes slovaques qui sont en République tchèque, ou des groupes slovaques qui viennent de l'étranger. Et ça s'appelle le ducat de Janošík. Janošík étant la troisième personne après Štěpánik, Dubček, Janošík, la troisième personne importante de Slovaquie. Voilà. C'est dit, il est 20h28 sur Armada. C'est le temps de nous quitter. On parlerait des heures, parce que c'est dommage, l'émission se termine à 20h30. On parlerait des heures de la Slovaquie et avec nos invités. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Jana Kňažková, directrice de l'Institut Slovaque à Paris. Je rappelle le concert du ténor Pavol Brešlik, accompagné du pianiste Robert Peranec, le 23 mai prochain à l'église Saint-Germain-des-Prés. On vous attend nombreux. Merci beaucoup Daniel Compagnon et tous les membres de Nadeye, Tania, Monica, Béatrice, Carole, Lina et Sacha. Encore bravo, on peut vous retrouver pour répéter tous les vendredis au complexe René-le-Duc à Meudon. Suivez nos invités sur les réseaux sociaux, c'est un voyage assuré à chaque fois. Merci à toute la rédaction, merci Ilona de Souter, Simon Buvry, Mehdi Djebaili, merci à Maël Lemaire, Mathéo Marchal, Marcus Aussonville et Emma Twin.
Merci Eric Murissan à la réalisation, merci à Rabat Baloul, notre directeur, pour sa confiance. Pas d'émission la semaine prochaine, on se retrouve le 17 mai à 19h pour une émission spéciale littérature, un vrai spectacle pour annoncer la nuit de la littérature le 25 mai prochain. Poésie, romans, histoire, interviews, reportages sur les artistes de l'Europe centrale et orientale. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. En attendant de vous retrouver, on vous souhaite une superbe semaine où que vous soyez sur la planète. Rendez-vous le 17 mai, dans 15 jours, de 19h à 20h30 dans Bienvenue à l'Est. Dans un instant, Claude Alessi et son émission Le fil de l'avenir. Sur Armada. Et comme on dit en Slovaquie, do skorého videnia. À bientôt. Ciao.